Les 10 équipements indispensables pour débuter en vidéo sans se ruiner. On est parti pour une nouvelle vidéo en mode mind mapping. Pour ceux qui aiment voir ma tête en gros plan, je vous donne quand même une petite dose. L'idée de cette vidéo, en fait, c'est de faire un petit peu la liste des premiers matériels à acheter selon moi quand on débute dans la vidéo, parce qu'on peut un petit peu s'y perdre avec tous les tests matériels qu'on voit sur YouTube. Donc sans plus attendre, on démarre, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je vous prépare un bonus pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et juste avant de commencer, vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant cette vidéo parce que je vous ai préparé un PDF récap de tout ce que je vais vous présenter. Vous aurez juste à télécharger le fichier récap en fin de vidéo. Alors avant de vous présenter les 10 équipements, je voudrais préciser quelque chose. Attention à l'effet gadget. Qu'est-ce que j'appelle l'effet gadget? C'est le fait d'être attiré par du matériel qui paraît sexy, notamment parce qu'on voit des gens en parler sur YouTube. On se dit « Ah putain, faut que je m'achète ça, je vais devenir un vidéaste pro rapidement ». Eh ben non, c'est un piège. Donc par exemple, le stabilisateur, on en parle souvent. Moi personnellement, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. J'ai un stabilisateur, mais il prend la poussière sur une étagère, je m'en sers très rarement. Pareil pour le slider. J'ai à un moment été intéressé par acheter un slider pour faire des mouvements de caméra très fluides, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de temps et d'énergie à paramétrer, c'est complexe. Pareil en ce qui concerne le drone, oui on peut acheter un drone, mais en tout cas c'est pas une priorité quand on commence parce que pareil, il faut appréhender du nouveau matériel, des équipements, des applications. Pareil pour la GoPro et pareil pour la caméra 360. Pour moi, acheter toutes ces choses-là ne va faire que disperser votre temps et votre énergie. Je vous recommande vraiment d'attendre de maîtriser le reste avant d'acheter ça. Et justement, le reste, on va en parler tout de suite. Je précise que dans mon PDF récap, vous aurez tous les liens cliquables directement vers le matériel que je présente. Comme ça, vous n'aurez pas à faire les recherches sur Google à chaque fois. J'ai fait dans l'ordre d'importance. Le premier, c'est évidemment le boîtier. Quels critères pour choisir le boîtier? Moi, c'est tout simple. Je vous recommande de commencer avec un boîtier micro 4 tiers. Pourquoi? Déjà parce que on a une plus grande profondeur de champ. Alors ça peut paraître illogique ce que je vous dis parce qu'une plus grande profondeur de champ, ça veut dire moins de flou d'arrière-plan et de premier plan. Et quand on fait de la vidéo, on se dit absolument ouais, je veux avoir du flou, un petit peu comme ici sur mon plan. Moi j'ai envie de vous dire, si vous commencez, c'était mon cas, moi j'ai commencé avec le GH5 en micro 4 tiers et ça permet justement de gérer plus facilement la mise au point et d'être moins rapidement dans la zone de flou. Donc pour moi c'est un avantage d'avoir une plus grande profondeur de champ. Ensuite on va avoir un boîtier qui est plus compact et plus léger en micro 4 tiers parce que le capteur est plus petit. Ça va être du coup moins cher. Et dans les avantages, on va aussi avoir une super stabilisation parce que vu que c'est miniaturisé, c'est plus facile à stabiliser. Alors concrètement, quel modèle je vous présente? En micro 4 tiers, du coup, on est forcément chez Lumix. Du coup, je vais vous présenter deux modèles en occasion. Parce que oui, vous allez peut-être me dire « Ouais, l'occasion, c'est pas terrible ». Alors moi, je vous recommande de prendre de l'occasion, mais sur des sites qui sont de confiance. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples. Moi, je propose le GH5 et le G9. Le GH5, c'est le boîtier que j'ai eu pendant 5 ans en boîtier principal. Et pour moi, il est toujours d'actualité, même en 2024-2025. Et le G9, c'est un peu un similaire, peut-être un tout petit peu plus orienté photo, mais il a vraiment de super fonctions vidéo également. Donc en gros, là, l'idée, c'est d'aller voir sur le marché quelles sont les offres du moment et prendre celle qui est la moins chère. Pour le GH5 par exemple, là au moment où je tourne cette vidéo, je vois une offre chez Darty, donc Darty c'est le contrat de confiance. Voilà, même si c'est de l'occasion, on peut se dire que là c'est fiable. Donc un boîtier GH5 nu à 581 €, ce qui est quand même un super prix, alors que neuf, on est à plus de 1000 €. Donc moi, si je commençais la vidéo aujourd'hui, je foncerais vraiment tête baissée là-dessus. Alors après, je vous ai également mis neuf parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire « Ouais Théo, tu nous présentes des trucs d'occasion, moi je veux pas de l'occasion, je veux du neuf ». Si vous avez plus de budget, évidemment, vous pouvez aller vers du neuf. Déjà sur ces boîtiers-là en neuf, mais également les boîtiers plus récents comme le G9 II qui est la version plus récente du G9 ou le GH7 qui est la version plus récente du GH5. Mais pour moi, si vous commencez, c'est un peu overkill de prendre tout de suite ces boîtiers qui vont coûter plus de 2000 €. Ensuite, deuxième équipement, évidemment, ça va être l'objectif. Alors là, j'ai mis objectif polyvalent parce que pour moi, vous avez juste besoin de prendre un objectif avec un boîtier, comme ça vous êtes très bien. Et du coup, quels sont les critères pour prendre un objectif polyvalent? Il y en a deux. Le premier, c'est la focale. Donc là, moi, je vous conseille soit de prendre du 12-60, soit du 12-35. Donc en gros, les deux, quand ils vont être dézoomés, ils seront à 12 mm, ce qui est un plan assez large. Et quand ils vont être zoomés, soit on est à 35, qui est assez serré, et 60 qui est quand même plus serré. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça pour que ça soit bien rangé. Et ensuite, le deuxième critère, c'est l'ouverture maximale. Donc là, on va avoir trois options. Quand je dis trois options, c'est sur ces objectifs-là. Bien évidemment, il y a plein d'autres options qui existent sur le marché. Et en gros, vous voyez avec mes petits emojis que si vous avez une ouverture maximale qui est à f2.8, c'est parfait, c'est-à-dire que c'est la meilleure option possible. Par exemple, sur ce 12-35 qui ouvre à f2.8 en ouverture constante. Deuxième option, c'est d'avoir une ouverture maximale qui ouvre à f2.8
quand on est dézoomé et à f4 quand on est zoomé. Donc ça, c'est ok, c'est moins bien, mais c'est quand même ok. Donc là, on voit bien f2.8, f4. Et par contre, la troisième option que je vous déconseille fortement, c'est quand c'est f3.5, f5.6, parce que c'est un objectif qui va être beaucoup moins lumineux et donc qui sera bien moins bon en basse lumière notamment. Par exemple ici, j'étais sur Back Market, j'ai vu une offre GH5 plus 1260, je me dis putain c'est vachement bien, 1000 €, sauf que non, c'est un 1260 qui ouvre à f3.5, f5.6, donc ça c'est à bannir en termes d'objectif. Au final, au niveau du modèle, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous avez deux choix possibles, soit le 1235 qui ouvre à f2.8 en constant. L'avantage c'est qu'il ouvre du coup en constant en ouverture maximale. L'inconvénient c'est qu'il va zoomer moins loin que à 35 mm. Et l'autre, le 1260 qui ouvre à f2.8, f4, l'avantage c'est qu'il va zoomer plus loin. Par contre, l'ouverture maximale sera variable, c'est-à-dire que si vous êtes dézoomé à fond, vous ouvrez à f2.8, vous allez commencer à zoomer et là l'ouverture va baisser petit à petit, ce qui fait qu'il y aura moins de lumière en zoom total. Maintenant, le troisième équipement, ça va être le trépied. Et là, vous allez me dire, ah bon, c'est pas has-been les trépieds, moi je veux du mouvement, ma gueule! Eh bien, non, parce que pour apprendre la vidéo, rien de mieux que le plan fixe. Je vois bien trop de vidéos de débutants avec que des plans en mouvement et perso, ça me donne le tournis. Il faut pas croire que, parce que c'est de la vidéo, il faut tout le temps qu'il y ait du mouvement. Non, le trépied, c'est idéal pour apprendre le cadrage, les valeurs de plan, les hauteurs de caméra. Encore une fois, vouloir faire des mouvements et des effets dans tous les sens, c'est disperser notre énergie sur ce qui n'est pas essentiel. Ok, donc du coup, quel modèle choisir pour un trépied? Je vous conseille de choisir un modèle type photo. Par exemple, celui-ci, qui est d'ailleurs actuellement le trépied sur lequel est mon boîtier, donc c'est un KF Concept, je vous laisserai aller voir directement sur le site. Il coûte 110 €, donc c'est pas non plus excessif. Et pourquoi je vous recommande un trépied type photo? Parce que c'est relativement compact. En plus, là, ça va permettre de faire des plans sympas, c'est-à-dire de le mettre dans ce sens-là pour, par exemple, mettre le boîtier et viser vers le sol. Mais vous voyez que quand il est replié, il est assez compact. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand on le met dans un sac, voilà, c'est comme ça que ça rend. Et voilà, même dans la main, c'est pas non plus énorme. Je conseille vraiment de commencer par ce type de trépied, notamment si on veut sortir dehors, faire des timelapses, des plans à l'extérieur, etc., que ce soit très mobile. Alors que les trépieds type vidéo, que moi je me suis procuré bien après, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est comme ça. Donc on a une tête fluide au-dessus. On va dire que c'est beaucoup plus robuste, mais ça va prendre beaucoup plus de place. D'accord? Là, en termes d'échelle, c'est vraiment quelque chose qui va être lourd, qui va demander une grosse sacoche comme ça, et ça pourra évidemment pas du tout rentrer dans un sac à dos. Pour vous donner un ordre d'idée, un sac à dos, je pense que là, il arriverait à peu près ici en termes de hauteur. Ensuite, quatrième équipement essentiel selon moi, c'est évidemment le kit de micro sans fil. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu un commentaire qui disait « Ouais Théo, tu parles pas de son ». Eh bah ok, on va parler de son, c'est parti. Pour moi, c'est le type de micro le plus indispensable. Pourquoi? Parce que pour une interview ou un face caméra, le son est ultra important. Alors que le son d'ambiance, c'est moyennement important. Ça reste important, mais en général, ça va être par exemple accompagné d'une musique. Donc c'est moins primordial à choisir d'avoir un son ultra cristallin sur un son d'ambiance. En gros, mieux vaut capter des interviews avec un bon micro et le son d'ambiance avec le micro intégré de la caméra, plutôt que de capter les interviews et le son d'ambiance avec un micro canon. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop d'écho, notamment pour l'interview, parce que le micro va être bien plus loin de l'interlocuteur. Alors du coup, quel modèle choisir? Eh bien moi, je vous conseille tout simplement le Rode Wireless Go 2. Je sais qu'il y a aussi un modèle chez DJI, mais je ne l'ai jamais testé, donc je peux pas en parler. Vous pouvez aller chez eux aussi, c'est la même chose. Moi, ce que je sais, c'est que je suis satisfait du kit de chez Rode. Il coûte 230 € pour 2 émetteurs et un récepteur. On continue avec le cinquième équipement, de bons écouteurs filaires. What the fuck? On est à l'heure des écouteurs Bluetooth, mon grand, faudrait te mettre à la page. Eh bien non, mon petit. Pourquoi? Parce que les écouteurs filaires, c'est le best du best pour monitorer, donc c'est-à-dire au tournage, écouter le son via notre caméra, le son du micro, et aussi pour monter. Pourquoi ça? Eh bien parce que déjà on a zéro décalage en filaire, alors qu'en écouteur Bluetooth on a toujours un petit laps de temps, même si c'est minime, mais on peut pas se permettre d'avoir un décalage, notamment quand on fait du montage, on doit vraiment entendre à la milliseconde près. Ensuite, il n'y a pas besoin de batterie, on a déjà assez de stress comme ça pour gérer les batteries des caméras, des micros, machin, pour pas avoir à gérer la batterie des écouteurs. Ensuite, c'est pas possible de brancher des AirPods sur un boîtier hybride, et c'est très facile à transporter, des écouteurs ça prend pas de place, c'est léger. Bref, moi j'ai toujours des écouteurs filaires avec moi, que ce soit quand je suis en montage ou en tournage. Maintenant, quel modèle choisir? Eh ben moi, j'adore les écouteurs de chez Apple. Déjà parce que vu que j'ai toujours eu des iPhones, c'est ceux-là que j'avais par défaut. Mais ils sont très bons en termes de qualité audio. Alors attention à bien les prendre en jack et non pas en Lightning ou en USB-C. Comme ça, ils seront bien compatibles avec ordinateur et boîtier caméra. Sixième équipement, on parle encore de son. Oui, j'ai compris la leçon. Des micro-cravates filaires.
Encore des pensées pour les micros, Théo, c'est quoi ce truc? Effectivement, le son des micro-cravates filaires est de bien meilleure qualité. Ça va être plus discret visuellement et plus facile à installer. Si je vous montre concrètement ici, donc là j'ai fait exprès pour cette vidéo de m'enregistrer directement avec le boîtier Rode Wireless Go 2. Mais il est vrai que la qualité audio est bien meilleure sur un micro filaire comme ça. Et en plus c'est beaucoup plus discret quand on vient le clipser, on cache le câble et ça fait quand même plus pro. Du coup je vous conseille également d'aller chez Rode. Donc là c'est le micro Rode Lavalier Go qui coûte une soixantaine d'euros pour un micro. Donc si vous en prenez deux, ça fait 120-125 euros. Septième équipement, c'est un kit de 2 softbox. Why? Why that? Because la lumière, c'est la matière première des pixels et que si on a une excellente caméra mais qu'on n'a pas de lumière, et bah tout simplement, c'est caca. Le fait d'avoir un kit de softbox, ça permet vraiment d'appréhender l'éclairage studio, type interview ou face caméra, et ça en tant que vidéaste, on est à peu près sûr qu'on va avoir affaire à ça. Maintenant, quel modèle choisir? Quand on démarre, ne pas se prendre la tête avec des modèles trop chers ou trop complexes. Donc partir sur un kit comme celui-ci par exemple avec 2 softbox. Donc là, c'est la marque Newer qui est très bien pour commencer. 115 euros pour 2 softbox, ça me paraît vraiment très bien en termes de rapport qualité-prix. Pour être honnête, au départ, je me disais ouais, en fait non, il faut un kit de 3 softbox, comme ça on fait un éclairage en 3 points, lumière principale, lumière de remplissage et backlight. Mais en vrai, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé, ça me paraissait encore trop complexe d'avoir une lumière en 3 points. Donc déjà maîtriser la lumière en 2 points, c'est déjà super. Surtout que potentiellement, on va déjà avoir une source de lumière chez nous, que ce soit une fenêtre ou alors une autre lumière. Huitième équipement, avant de vous présenter le bonus, c'est, attention, 2 cartes SD. Et bah oui, ne les oublions pas ces cartes SD. L'unique paramètre à regarder sur une carte SD, c'est quoi? Alors je vous précise également que j'ai fait une vidéo complète sur les cartes SD parce que c'est un tel charabia, tous les symboles qu'il y a dessus, qu'on a l'impression qu'il faut avoir fait 8 ans d'études pour comprendre. Mais en gros, s'il fallait retenir un seul paramètre à regarder, c'est la vitesse d'écriture garantie. Et en particulier en vidéo, ça va être le chiffre qui est après le V. Donc par exemple, V30, ça veut dire que c'est 30 mégaoctets par seconde de garantie, soit 240 mégabits par seconde. Ou alors 60, ou alors 90. Moi, le modèle que je vous recommande, c'est celui-ci. Donc vous voyez, ça fait mal au crâne tout de suite quand on voit ça, mais c'est pas grave, on se prend pas la tête, on regarde juste le chiffre V. Là, c'est écrit V30. Ça veut dire que ça nous garantit 240 mégabits par seconde en écriture. Et on sait que sur les caméras, en général, c'est rare de dépasser ça. On va souvent être à 100, 150, 200 mégabits par seconde. En tout cas, moi, c'est mon cas. Après, il y a d'autres réglages beaucoup plus poussés qui sont à 400, 600, 800 mégabits par seconde. Mais ça va concerner des réglages plus complexes, du All Intra, du ProRes, etc. Moi-même, je ne m'en sers jamais parce que ça fait des fichiers beaucoup trop lourds et j'en vois pas l'utilité en termes de rendu. Donc je pense que vous, si vous débutez, ça sera la même chose. Neuvième équipement, c'est un SSD de 1 Tera. Pourquoi faire un SSD? Première chose, ça va nous permettre de monter rapidement sans saccade ni risque de crash. Sans saccade parce qu'un SSD, c'est un disque très rapide en lecture et en écriture. C'est une mémoire flash, il n'y a pas de disque mécanique qui tourne, ce qui fait qu'ils sont bien plus performants. Et sans risque de crash parce que vu que c'est pas un disque mécanique, si on fait tomber le disque, il n'y a pas de risque que la tête de lecture vienne, je sais pas, endommager le disque. Ce qui m'est arrivé, et je peux vous dire que ça fait vraiment très très mal de perdre un montage à cause de ça. Donc ne jamais monter sur un disque dur mécanique. Et deuxième raison, parce que ça permet d'augmenter la capacité de stockage pendant le montage. Je sais pas quel ordinateur vous avez. Dans le pire des cas, l'ordinateur n'est pas terrible. Son disque interne n'est même pas un SSD, c'est peut-être un disque dur mécanique. Et le fait de rajouter un SSD externe permet d'optimiser la vitesse. Et si vous avez déjà un SSD en interne comme moi sur mon Mac, ça permet tout simplement d'augmenter la capacité parce que si on commence à mettre tous les projets en interne sur notre ordi, au bout d'un moment, ça va vite être plein. Maintenant, quel modèle je vous recommande? Alors moi, je vous conseille d'aller chez SanDisk parce que je les trouve très bien, ils sont compacts, légers, même en termes de design, je les trouve jolis. Et vous voyez, un disque de 1 Tera, ça coûte 115 euros, ce qui n'est franchement pas cher pour un SSD. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre minimum 1 Tera. Et après, si vous passez à la version 2 Tera, vous êtes à 153 euros, ce qui n'est pas non plus beaucoup plus alors qu'on est au double de capacité. Moi, personnellement, j'ai le 2 Tera. En gros, j'ai 2 Tera en interne sur mon Mac et j'ai 2 Tera en externe, ce qui franchement me laisse pas mal de marge. On arrive au 10e équipement, c'est un filtre ND variable. Alors, pourquoi faire? Je vous ai sorti un petit schéma qui est issu d'ailleurs de ma vidéo sur le sujet. En gros, ça c'est le triangle d'exposition. Quand on règle la vitesse sur 1/50e pour avoir un flou de mouvement naturel, qu'on règle les ISO au minimum pour avoir le moins de bruit numérique, et qu'on règle l'ouverture au maximum pour avoir une faible profondeur de champ et un joli flou d'arrière-plan, il peut se passer quelque chose, on peut être surexposé. Par exemple, si on est en pleine journée à l'extérieur au soleil, l'image peut être complètement cramée. Or, on n'a pas envie de toucher à ces deux paramètres de gauche parce qu'ils ont une incidence autre
que l'exposition. Si on augmente la vitesse pour assombrir l'image, on va perdre notre flou de mouvement. Et si on augmente l'ouverture, c'est-à-dire on ferme le diaphragme, et ben on va perdre notre joli flou d'arrière-plan. Et ben pour régler ça, la solution elle est très simple. J'ai un autre magnifique schéma, c'est de sortir un filtre ND qu'on va venir visser devant notre objectif. Ça va agir exactement comme des lunettes de soleil et donc baisser l'exposition sans qu'on ait à jouer sur les trois autres paramètres. Quel modèle choisir? Moi je vous recommande ce modèle là qui est un modèle Freewell que j'ai testé sur ma chaîne. Un modèle variable parce qu'en vidéo on a souvent besoin d'ajuster l'exposition. Ici on peut le faire en temps réel juste en tournant la bague et vous voyez que ce modèle là il va de 2 à 5 stops. Il existe également des filtres plus sombres de 6 à 9 stops mais moi je vous déconseille ça pour de la vidéo. On va dire que c'est plutôt destiné à de la photo ou alors des cas très spécifiques en vidéo. Une chose très importante à prendre en compte c'est le diamètre de votre objectif. Vu que c'est un filtre qui va se visser directement sur l'objectif, et ben, il faut qu'il soit au bon diamètre pour pouvoir le visser sur le pas de vis de l'objectif. Par exemple, ici, on est en version 62 mm, mais que ça existe en 67, 72, etc., etc. Si je reprends mes exemples du haut, ici, le 12-35, alors moi, je le sais, il est à 58 mm, mais en gros, c'est écrit ici. Et le 12-60, je le sais également, il est à 62 mm. Donc pour le 12-60, eh ben c'est cette version-là, à 62. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas de version à 58. Pour ça, la solution, eh ben, c'est de prendre un adaptateur. Je vous mets également le lien sur le PDF, par exemple ici, pour aller de 58 à 67. Dans ce cas-là, il faut prendre un filtre en 67 mm, plus l'adaptateur 58-67. Voilà pour ces 10 équipements. Franchement, une fois que vous aurez tout ça, vous aurez un super matériel pour faire des vidéos qui claquent. J'ai pas précisé, mais globalement, là, sur l'ensemble, on est sur un budget de 2000 €, ce qui pour moi n'est vraiment pas élevé pour tout ce que ça représente. Maintenant, on arrive au fameux bonus que vous attendez. Déjà, vous allez pouvoir télécharger la mind map récap de cette vidéo en PDF. Dessus, eh ben, il y aura les liens cliquables de tout le matériel que je vous présente. Et en plus, je vous ai rajouté 3 matériels bonus pour passer de débutant à pro. Ils sont prêts ici, là, il n'y a plus qu'à dérouler, je pourrais le faire, mais la vidéo serait trop longue. Et là, franchement, si vous prenez ces 3 matériels en plus, clairement, vous passerez un cap supplémentaire. Voilà pour cette vidéo, je vous mets le lien juste en dessous du PDF récap. Je vous montre ma tête une dernière fois et on se dit à très vite.